Bienvenue sur Interlude parfumé, le podcast qui raconte l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Je suis Sophie Irles, j'ai fondé Rendez-vous Parfum en 2017, une agence d'ateliers olfactifs et balades parfumées, et j'ai aussi co-créé Deux Notes en Accord, des concerts olfactifs avec ma sœur Audrey, violoniste professionnelle. Le parfum est un art que j'aime présenter aux côtés de la musique. Et même si ce podcast sera principalement dédié au parfum, la musique jouera aussi sa partition. Quand on se plonge dans le monde des parfums, on se retrouve rapidement à explorer le monde des matières premières, ces ingrédients qui composent nos parfums. Que ces matières soient naturelles ou synthétiques, chacune a sa caractéristique et son histoire. Dans cet épisode, nous avons la chance d'écouter une experte en matières premières naturelles. Marie-Eugénie Bouge a grandi dans les parfums et elle est aujourd'hui directrice de création chez Payen Bertrand, une société grassoise historique spécialisée dans les matières premières naturelles. J'ai demandé à Marie-Eugénie de nous raconter 3 matières emblématiques chez Payen Bertrand et elle a choisi l'encens, le patchouli et l'ambrette. Si les 2 premières sont des piliers de la parfumerie, la 3e, l'ambrette, est plus confidentielle, mais tout aussi délicieuse. Pour chacune des matières, Marie-Eugénie prend le temps de nous raconter son origine, les méthodes d'extraction et surtout, elle décrit merveilleusement bien les caractéristiques olfactives de ces matières. Pour chacune, elle cite aussi un parfum dans lequel vous pourrez vous entraîner à les repérer. Après ces récits olfactifs, Marie-Eugénie nous raconte l'évolution et la transformation de la parfumerie au cours du XXe siècle et les défis créatifs qui attendent les parfumeurs et leurs équipes dans la parfumerie d'aujourd'hui. Je suis Sophie Irles et vous écoutez Interlude parfumé. C'est une musique qui appelle et qui attire. Et pour moi, c'est le rôle d'un parfum. C'est-à-dire quand on entend l'ouverture du Boléro de Ravel, il y a cette montée très crescendo qui est très invitante. Ce côté répétitif, c'est quelque chose qui vous embarque. Et un parfum, ça doit avant tout vous embarquer. Et chaque fois que je le réentends, je me dis tiens, c'est amusant parce que cette envolée, ça pourrait être une odeur. Ça pourrait être une volute de parfum qui s'élève dans les airs, comme cette aria là, qui monte comme ça, qui s'envole et qui est tellement prenant. C'est très vibrant comme mélodie et le parfum, ça doit avant tout nous faire vibrer. Il y a un parfum qui m'a marqué quand j'étais jeune femme et c'était l'Allure pour homme de Chanel. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. Je pense que j'étais quand même amoureuse de la personne qui le portait, quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un parfum que je peux croiser. Je croise quelqu'un dans la rue qui porte ce parfum, je rentre dans une parfumerie où quelqu'un vient de le vaporiser ou simplement je sens une partie du squelette, ce qu'on appelle le squelette olfactif de ce parfum et immédiatement, c'est quelque chose qui me provoque une immense émotion. C'est-à-dire je me sens excessivement bien, je suis très détendue et je suis heureuse. C'est un parfum, je le sens, je suis heureuse. Et je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est justement la magie du parfum qui opère là-dessus. Et je pense que dans les matières premières d'ailleurs que j'affectionne tout particulièrement, il y a des matières premières qu'on va retrouver à l'intérieur de ce parfum, notamment les notes ambrées, les notes orientales, le patchouli, toutes ces notes qui sont très sensuelles et qui pour moi invitent au voyage. Je suis tombée un petit peu dans la parfumerie, un petit peu comme Obélix dans la potion magique en fait. Moi, je suis issue d'une 6e génération de famille de parfumeurs, donc j'ai été bercée par la parfumerie dès mon enfance. Petite, je regardais les vitrines des bibliothèques avec les étiquettes des parfums de l'usine qu'avait ma famille dans le temps. Je sentais des vieux concentrés, un peu éventés, complètement oxydés, mais qui avaient ce côté magique qu'on ne retrouvera plus jamais dans la parfumerie moderne. Et donc, c'est assez naturellement que j'ai orienté mes études dans l'objectif de travailler un jour dans le parfum. Alors, quand on est jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On a toujours une image un petit peu fantasmée du parfum. Mais ce qui était certain pour moi, toute petite, c'est que je voulais travailler à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait un parcours assez classique. Donc, j'ai fait d'abord la fac de chimie. Et ensuite, j'ai fait une école de parfumerie une formation de parfumerie qui aujourd'hui n'existe plus, qui a été remplacée à Grasse par le GIP, par le Grasse Institute of Perfume.
Et j'ai fait mes classes chez Robertet à l'évaluation parce que moi j'ai très vite compris que ce que j'aimais en fait dans le parfum, c'était l'association des odeurs, les émotions qu'elles suscitaient et la description qu'on pouvait en donner. Il y a plusieurs métiers dans l'industrie des parfums et c'est vrai qu'on pense tout de suite au métier de parfumeur et à la formulation. Et moi je me suis dit que ça n'était pas pour moi, que j'avais envie d'être de l'autre côté. Et donc, je suis passée par l'évaluation parce que c'est ce rôle très intéressant, en fait, de guide et de commentaire, d'interaction avec le parfum et de présentation des notes aux clients qui me plaisaient beaucoup. Moi, j'ai fait des formations, par ailleurs, au marketing et à la communication. Et l'idée, en fait, de retranscrire les parfums, les émotions qu'ils véhiculent par des mots, m'a toujours plu. Payan Bertrand, c'est une société qui est très ancienne. Hein. C'est une société familiale qui a été fondée en 1854. Historiquement, c'est une société qui fabriquait des ingrédients naturels. Donc, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. C'est une société qui est excessivement tournée vers la nature. On produit encore des spécialités qui sont centenaires chez Payan Bertrand et qui sont encore vendues aujourd'hui. Et puis, il y a une trentaine d'années, ils ont décidé de développer en fait une division de création de parfums, ce qu'on appelle chez nous la composition parfumée. Quand je suis arrivée, en fait, au début des années 2000, c'était justement pour faire changer un petit peu de dimension et de catégorie et rentrer un petit peu plus dans les codes de la parfumerie moderne. Et aujourd'hui, je suis la directrice de la création de Payan Bertrand, donc je vais chapeauter tous les services de création, donc les parfumeurs, l'évaluation, le marketing, l'analyse, les différents laboratoires. Et c'est toute cette synergie, en fait, qui permet à la fin de créer de beaux parfums. Alors l'encens, c'est une gomme dans la réalité et c'est une petite larme en fait qui est cultivée, enfin qui est récoltée en Afrique. C'est une spécialité de Payan Bertrand très ancienne parce que c'est très compliqué d'avoir une bonne qualité d'encens. Alors effectivement, l'encens, ça évoque tout de suite l'église et l'aspect mystique, ou l'aromathérapie, parce que c'est très utilisé en aromathérapie, mais en parfumerie, une des grandes qualités d'une matière première, c'est sa constance. Et ce qui est compliqué dans les matières premières naturelles, c'est qu'évidemment, elles sont soumises à d'immenses variations qui peuvent être liées à des phénomènes climatiques, de sécheresse, d'inondation, de déforestation. Il y a plein de choses qui sont derrière les matières premières naturelles de parfumerie. Et l'encens, c'est très compliqué. On s'est rendu compte en fait d'avoir une constante au niveau des ingrédients aromatiques, des molécules qui constituent et qui font la signature olfactive de l'encens. Donc chez Payan Bertrand, on a entamé en fait une démarche de compréhension et de cette filière. Il y a un gros travail en fait qui est fait chez nous justement pour obtenir le profil olfactif propre à Payan Bertrand au niveau de l'encens. Et ça va passer justement par des visites sur le terrain, ce qui est très compliqué parce que l'encens, ça vient de Somalie, c'est un territoire qui est très instable. L'encens, en fait, c'est composé de plein de facettes. Il y a des côtés très frais, ce que nous on appelle des notes un petit peu terpéniques, un petit peu résineuses dans l'encens. Il y a des facettes qui sont aldéhydées également. Et il y a des facettes qui sont balsamiques, qui elles sont plus connues. C'est celles qu'on connaît le plus, cet aspect baumé et un petit peu mystique de l'encens. Et puis derrière, en fonction du mode d'extraction de la matière première, de production de l'ingrédient, on va pouvoir retrouver également des accents cuirés ou des accents fumés. L'encens, en fait, ça peut se traiter de manière différente. Hein. Soit on va passer sur un système de distillation, enfin d'hydrodistillation, qui est le principe très classique. Après, on va le concentrer fortement. Et puis, on va même pouvoir le fractionner, en fait, à l'aide d'une colonne de fractionnement. Et puis, avec l'encens, on va aussi pouvoir faire de l'extraction avec des solvants. Et là, dans ce cas-là, on va obtenir des résinoïdes qui, eux, vont être beaucoup plus ronds, plus cuirés, plus fumés. Il y a un parfum très récent que j'aime beaucoup, qui met très bien en valeur l'encens sous ses deux facettes, à savoir sous la facette essence, justement, plus terpénique, plus fraîche, plus aldéhydée, et puis dans la facette résinoïde, qui va être plus résineuse, plus balsamique, plus ronde, et c'est le Velvet Incenso de Dolce & Gabbana en collection privée, et qui est un parfum épicé, boisé ambré. Le talent du parfumeur, justement, c'est d'être capable d'associer d'autres matières premières qui vont venir sublimer ce facettage très intéressant. C'est-à-dire que si on utilise, par exemple, des notes résineuses comme du cyprès ou du genièvre, on va renforcer le côté très terpénique, très frais de l'encens. Et puis après, on va retrouver en fait tout cet accord avec les notes ambrées, avec les muscs,
avec la vanille ou avec les bois. Et là, on va retrouver cette invitation au voyage, cette ouverture en fait sur l'Orient que procure naturellement l'encens. Alors le patchouli, en fait, chez Payen-Bertrand, je dirais, c'est quelque chose de très historique. On a distillé du patchouli à Grasse très très tôt. Alors c'était très compliqué puisqu'à l'époque, voilà, on faisait venir les feuilles d'Indonésie, de très loin, et on les traitait. Et en soi, c'est une aventure extraordinaire hein, de rapatrier des feuilles dans de bonnes conditions. Donc ensuite, l'industrie s'est développée énormément et comme le patchouli, c'est une des matières premières les plus iconiques de la parfumerie, les quantités produites dans le monde ont énormément augmenté. Et ça a conduit en fait à une baisse de la qualité du patchouli parce que d'abord on s'est retrouvé avec des grands courtiers qui faisaient ce qu'on appelait des communelles, c'est-à-dire qu'on achetait des immenses lots de patchouli un peu partout sans trop se préoccuper réellement de l'origine géographique, on mélangeait et on avait une espèce de qualité constante mais qui était terriblement amoindrie dans sa qualité. Et nous, chez Payen-Bertrand, comme on était des spécialistes du patchouli, on a décidé, en fait, après le tsunami qui avait dévasté l'Indonésie, d'aller s'installer là-bas et d'y monter en fait une filiale de sourcing éthique pour aider en fait les producteurs à rester sur place, pour avoir une vraie empreinte terroir, une signature. Donc nous, on est sur le territoire d'Aceh, qui est un territoire particulier et qui est très favorable en fait à la production de patchouli. Et ça nous a permis comme ça d'aider les producteurs, de les équiper avec des alambics inox, parce que si on n'utilise pas d'inox, le patchouli va rougir et du coup, ça va entraîner un rougissement des formules de parfum qui n'est pas forcément très agréable quand on veut mettre une jolie coloration rose dans la bouteille au final. On va les aider en fait à bien vivre et à bien vendre en fait leur patchouli au bon prix pour continuer à l'exploiter. Et derrière, ça nous a permis de développer énormément de spécialités. Chez Payen-Bertrand, nous, on est des spécialistes de l'ingrédient couture. Ce qui nous plaît, justement, c'est d'aller au-delà de la matière première elle-même et d'aller proposer, en fait, des ingrédients qui sont excessivement facettés et qui vont apporter des signatures au parfum. Donc, dans le patchouli, ce sont des feuilles hein, qui vont être récoltées, qu'on va faire sécher et qu'ensuite, on va distiller. Donc on va avoir notre système d'hydrodistillation et puis à l'intérieur on va retrouver un certain nombre de facettes. La molécule qu'on connaît le plus en fait dans le patchouli, c'est le patchoulol qui donne cette signature très caractéristique, un petit peu humus au patchouli. Et en fonction en fait de la concentration en patchoulol, on va obtenir des matières premières qui ont des odeurs différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. Dans le patchouli, globalement, on va trouver des notes humus, on va retrouver des accents qui vont être un petit peu plus chocolatés, on a des notes évidemment boisées sèches, et puis on a aussi un côté très frais et un petit peu camphré. Et en fonction de la qualité en fait, de patchouli qu'on va utiliser, eh bien, on va pouvoir transcender le parfum de manière différente. Chez Payen-Bertrand, on a remis au goût du jour en fait, un produit d'ailleurs qui est assez magique, qui est l'absolu patchouli. Donc là, on est sur un système d'extraction. Mais la petite spécificité, c'est qu'en fait, on le produit à Grasse. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, pour ça, il faut qu'on ait des feuilles de très très bonne qualité. Or, si on n'a pas de filiale sur place, c'est complètement impossible à faire parce que je réexplique le principe. Donc, on va récolter des feuilles, il va falloir les faire sécher dans de très très bonnes conditions. Quand elle est sèche, on va les compresser dans des sacs et on va les mettre en containers qui vont venir en bateau jusqu'à Grasse. Et là, si on part d'une très belle qualité de feuilles de patchouli, qu'on a respecté son temps de séchage, qu'elle n'a pas moisi, qu'elle était bien ventilée, qu'elle était bien compressée et qu'elle a voyagé dans de bonnes conditions, on va pouvoir l'extraire et en faire un patchouli absolu qui a une signature unique, qui est retravaillée toujours hein, par nos parfumeurs naturels, mais qui a cette signature unique très vintage. Et cette signature un petit peu vintage qu'on retrouvait dans les anciens Chypres et les anciens orientaux, on est capable justement aujourd'hui de la reproduire grâce à cet absolu patchouli si particulier et qui va venir apporter une rondeur, une tenue et un sillage exceptionnel au parfum. Moi, mon parfum préféré, c'est un parfum très ancien qui date des années 70 et qui est l'aromatique élixir de Clinique. Donc c'est très personnel, hein. C'est un parfum très particulier et qui est très patchouli. Donc on est sur un chypre floral, on est sur un vrai grand chypre excessivement opulent. Et là on va retrouver justement l'intérêt du patchouli et de ses différentes facettes. Ça va venir sublimer le côté rose absolu, rose essence, rose oxyde qu'on peut trouver dans ce parfum. Ça va se mélanger avec les aldéhydes qui sont dans le parfum, à ce petit côté frais camphré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va sublimer l'ensemble. Il y a des notes cuirées, il y a des notes animales dans ce parfum et tout ça, ça rentre en fait
en synergie avec ce patchouli qui est vraiment la colonne vertébrale complète du parfum. Et c'est à mon avis une réalisation autour du patchouli, une des plus jolies et une des plus sophistiquées encore aujourd'hui sur le marché. Alors l'ambrette, c'est une petite graine qui est cultivée en Amérique du Sud, Équateur, Pérou. C'est une petite plante qui pousse un petit peu en hauteur et qui produit en fait des gousses qui sont originales. C'est des gousses un petit peu velues qu'on appelle des capoulos. Alors l'ambrette, c'est une matière première qui est très précieuse. Ce qu'on va rechercher dans l'ambrette, c'est une note musquée qui est présente à l'intérieur et qui s'appelle l'ambrettolide. Et qu'évidemment, comme on est sur une matière première très haut de gamme, elle a un rendement très faible. L'ambrette, donc la sélection, un peu comme l'encens, la sélection de la matière première à l'origine est très importante. Et là, pareil, on a mis en place une démarche éthique de sourcing et on travaille en fait avec un groupe de producteurs. Ça permet pareil d'assurer une très belle qualité de graines, un niveau de vie, et puis ça permet aussi derrière de lutter contre la déforestation. Et cette démarche en fait de sourcing éthique chez Payen-Bertrand, on l'a développée sur la plupart de nos produits signature parce que la parfumerie existe depuis très longtemps et elle se doit, comme toutes les industries qui sont quand même des industries du luxe, d'avoir une vision à long terme. Et il est très important pour nous de protéger en fait les ressources que nous utilisons. Et donc cette démarche en fait de protection, de mise en place de filières, de sécurisation, de connaissance de la matière première, de son mode de culture, c'est ce qui garantit justement d'avoir ces matières premières si exceptionnelles à utiliser à la fin en parfumerie. Et sur l'ambrette comme sur l'encens, c'est plus qu'essentiel. D'abord l'ambrette, c'est quand même une matière première qui est intéressante parce que c'est le seul musc végétal. Et pour vous donner un exemple, vous voyez, quand on hydrodistille en fait des fleurs, ça peut durer une demi-heure. Vous voyez, l'ambrette, c'est des molécules très lourdes, c'est 2 jours de distillation, donc ça se mérite une belle essence d'ambrette. La parfumerie moderne, en fait, va sous l'impulsion d'ailleurs de la parfumerie de niche, d'ailleurs, aller vers la recherche de texture. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Dans l'ambrette, on a majoritairement 3 facettes. On a ce côté qu'on appelle le côté graine. C'est quelque chose de très, très texturé, légèrement boisé. Il y a des facettes irisées qui sont à l'intérieur, subtilement fruitées. Après, on a la caractéristique musquée, très douce dans l'ambrette. Et on va retrouver également un facettage poudré. Les graines d'ambrette, ça ressemble en fait à des petits escargots rainurés. C'est très joli, une graine d'ambrette. Et je trouve que la graine ressemble à son odeur. Et ça, c'est assez magique. C'est-à-dire que la texture qu'on retrouve en fait dans la graine quand on l'a dans la main, on la sent dans le parfum. Et ça, c'est complètement enivrant sur une matière première. Et l'ambrette, ça permet d'apporter en fait une petite touche dans les parfums, une singularité que les muscs de synthèse n'apporteront jamais. Même si les notes musquées apportent de la rondeur, elles apportent de la douceur, elles apportent de la tenue et du sillage, l'ambrette en plus va apporter de la texture. Et c'est pour ça qu'on va la retrouver dans beaucoup de parfums très signés. Alors, c'est vrai que moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le bois d'argent de Dior. Parce qu'effectivement, l'ambrette dans le bois d'argent, c'est quelque chose c'est assez particulier, c'est-à-dire que la note graine est musquée, elle va se révéler, elle soutient le côté encens qui est en tête dans le bois d'argent, elle va sublimer les notes irisées, il y a beaucoup d'iris à l'intérieur, et comme je vous ai dit qu'il y avait un petit côté irisé en fait dans la graine d'ambrette, ça crée une espèce de synergie très intéressante, ça va donner du caractère en tête, ça va pousser à un petit côté légèrement aldéhyde, un petit peu propre. Et puis derrière, on a ce côté musc végétal assez inimitable qui va être enveloppé par toutes les notes ambrées qui sont présentes dans le parfum et qui ont fait quelque chose de très enveloppant, de très signé. Le bois d'argent, c'est un vrai parfum de peau, quelque chose de très rond, de très très identifiable. Quand on croise quelqu'un qui porte le bois d'argent, on le reconnaît immédiatement. C'est assez unique comme type d'odeur et l'ambrette participe énormément à cette singularité. Je vous ai vraiment parlé des parfums que j'aimais moi. Pour le coup, c'est vraiment c'est des choses que je porte et qui sont difficiles à porter dans les 3 cas. Quand on est dans la formulation,
On a du mal en fait à être surpris par les parfums au bout d'un moment parce que la parfumerie a beaucoup évolué ces 30 dernières années terriblement et la multiplication en fait des lancements sur le marché fait qu'on arrive à une forme d'uniformisation des goûts. D'abord parce qu'à l'origine, le parfumeur était vu en fait comme un créateur très indépendant, seul, qui produisait en fait des parfums, qu'il imposait à des maisons de couture dans la réalité parce que la star c'était lui, c'était pas la maison de couture qui était derrière. Et donc il imposait et il pouvait se permettre de grandes originalités qui était souvent d'ailleurs apporté par l'ajout de nouvelles matières premières. Hein. Les grands progrès de la parfumerie, ils ont été faits avec l'adjonction de la chimie et l'arrivée de nouvelles molécules qui n'existaient pas. Après, effectivement, plus on avance dans le temps et plus on a de marques, plus on a de lancements, plus on a de consommateurs. Et donc, il faut répondre à une demande qui est de plus en plus importante. Et puis là, la magie du marketing se met en route. Donc, au début, ça permet d'avoir des créations très originales. Et puis, au fur et à mesure, de manière à assurer en fait un taux de vente plus important sur les parfums, on fait intervenir l'analyse sensorielle et les panels consommateurs. Et les panels consommateurs, s'ils ont un intérêt crucial dans le lancement d'un parfum, parce que ça va apporter un peu de confort à la marque, parce qu'il y a quand même une prise de risque très importante. Chaque fois qu'on lance un parfum, il y a des coûts énormes qui sont derrière. Le panel consommateur, ça rassure en fait la marque de parfum sur le fait son parfum va plaire. Le problème, c'est qu'évidemment, derrière, on va trouver un questionnaire et qu'un parfum, en fait, qui va cocher toutes les cases positives derrière, va forcément perdre en singularité. Et aujourd'hui, c'est la parfumerie de niche qui tire la parfumerie dans son originalité et vers le haut parce qu'elle ne cherche pas, en fait, à avoir une audience aussi large et donc elle peut se permettre d'avoir plus d'originalité dans les notes. C'est ce que les maisons ont essayé de rechercher aussi avec les collections privées. Je vous disais au tout départ que le parfum, avant tout, ça doit véhiculer une émotion. Et quand en fait on veut plaire au plus grand nombre, on finit par perdre cette caractéristique. On a des parfums qui sont très bien faits, qui ont une très belle technicité, qui ont une superbe envolée à la vaporisation, qui ont un très beau sillage, mais qui perdent leur âme parce qu'en fait la recherche d'émotion passe au second plan. Et la recherche d'émotion, elle se fait justement par la surprise, elle se fait de temps en temps par l'overdose, elle se fait par l'utilisation de matières premières qui pourraient sembler dissonantes, mais parce qu'elles sont très bien formulées, confines au sublime. Faire un très beau parfum, il y a aussi un exercice technique derrière. Et d'ailleurs, l'évolution de la parfumerie moderne, avec toutes les réglementations qui nous sont imposées, devient un exercice de plus en plus technique, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est faire des parfums très hédoniques qui se conforment à des réglementations qui sont totalement drastiques. Ça aussi, c'est une preuve de créativité. Et quand on arrive à sublimer les contraintes, on peut créer des choses très originales et tout à fait intéressantes aussi. Le génie du créateur, c'est d'être capable de sublimer les difficultés. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Interlude parfumé avec Marie-Eugénie Bouge, directrice de la création chez Payen-Bertrand. Elle vous invite à sentir Velvet Incenso de Dolce Gabbana, créé en 2018, Aromatics Elixir de Clinique, créé en 1971, et Bois d'Argent de Dior, créé en 2004, des parfums dans lesquels vous pourrez vous amuser à identifier respectivement des notes d'encens, de patchouli et d'ambrette. Si vous souhaitez profiter de ce podcast pour creuser votre culture parfum sur des sujets particuliers ou si vous avez des idées d'invités à suggérer, n'hésitez pas à m'écrire via mon site internet www.rendezvousparfum.fr ou mon compte Instagram rendez-vous.parfum. Et pour soutenir ce podcast, aimez, commentez, notez de vos étoiles et partagez. Merci et à bientôt.